De le faire pour cette cérémonie à résonance maçonnique, puisque nous avons l'occasion, dans ces instants-là, de rendre hommage à de grandes figures qui ont porté la franc-maçonnerie à travers les siècles, et en même temps, nous rendons hommage aux grandes figures de la République et en particulier aussi aux victimes de la barbarie nazie. Ce rassemblement n'est pas purement rituelique, il est évidemment fait pour resserrer nos liens, et en tout cas pour nous rassembler dans des circonstances où cela devient toujours un peu plus important. J'aurai l'occasion de le redire à la fin de cette manifestation. Le parcours sera différent cette année que celui qui était l'an dernier, même si nous nous retrouvons évidemment en confusion devant le monde fédéré comme de tradition. Mais je vous le laisserai découvrir en cheminant avec nous dans le cadre de ce magnifique cimetière du Père-Lachaise et sous le beau soleil printanier. Je voudrais aussi rappeler que cette manifestation est le 20e anniversaire d'un rassemblement qui prit naissance le 1er mai 1996. Et je veux saluer la présence ici de celles et ceux qui ont été des initiateurs d'une manifestation où, il y a 20 ans, il y était une poignée de francs-maçons, et n'imaginez peut-être pas que 20 ans plus tard, nous serions des milliers. Je veux parler de Philippe Guény, du grand maître du Grand Orient de France, je veux parler de Jean-Michel Rosenfeld, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui, mais je pense aussi à ceux qui sont sur la photo que l'on m'a donnée et qui, 20 ans plus tôt, évidemment, avaient les traits quelque peu juvéniles qu'aujourd'hui. Notre frère Daniel Bénichou, notre frère Claude Vaillant. Et je n'oublie pas aussi que sur cette photo, il y avait notre sœur Anne Mounier et évidemment notre frère défunt, le mari de Anne, qui était présent dans cette manifestation inaugurale. Voilà, aujourd'hui, je pense que nous montrons le sens de la persévérance et de la continuité qui est le vôtre, parce que cette manifestation, incontestablement, chaque année, est un succès qui se confirme, mais c'est aussi parce qu'elle répond à un besoin. Et après les premières notes de musique, qui nous ont porté vers cette utopie que John Lennon imaginait un jour possible, nous allons pouvoir, au cours de cette matinée, entonner d'autres chants autour desquels tous les francs-maçons, tous les républicains, tous les démocrates à travers le monde, et tout particulièrement en France, savent se recevoir et se reconnaître. J'ai dit, cheminons. Bon, mes sœurs et mes frères, nous nous retrouvons, maintenant c'est traditionnel, devant la tombe d'Eugène Pottier. Je rappelle que notre convent, dont nous devons exécuter fidèlement et avec constance toutes les décisions, sans exception, a demandé à ce que, lors de la manifestation du 1er mai, nous entonnions l'Internationale. Voilà. Et il a même été demandé que l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre... Le Conseil de l'Ordre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le gouvernement du Grand Orient de France. Et il leur a été demandé de bien vouloir rester jusqu'à la fin. Bon. Ce qui pouvait laisser craindre qu'il y ait quelques esprits un peu tièdes. Voilà. Mais, donc pour être sûr que tout le monde reste jusqu'à la fin, nous avons pris la décision de piéger l'ensemble du Conseil de l'Ordre en faisant que cette station, précisément, intervienne dans le cours du défilé et que personne, justement, ne puisse se défiler. Voilà. Nous rendons hommage aujourd'hui à Eugène Pottier dans un moment très particulier parce que ce sont les 200 ans de sa naissance. Voilà. C'était en 1816 et je voudrais rappeler aussi que le Grand Orient de France a toujours attaché un sentiment très, très fort envers Eugène Pottier, puisqu'il y a 50 ans de cela, la respectable loge La Cité Nouvelle, à l'Orient de Sarcelles, avait organisé une manifestation pour les 150 ans de la naissance d'Eugène Pottier. Voilà. Alors je n'ose me demander si certains ici présents y étaient,
mais cela ne nous empêche pas de le rappeler. Il y a des photos? Il n'y a pas de photo, mon cher Nouniel, mais bon, pas que je sache. Cela étant, Eugène Pottier, c'est l'homme des 3 révolutions, 1830, 1848 et la Commune de Paris. Et à lui tout seul, il résume l'histoire de ce 19e siècle. Et bien entendu, il n'imaginait pas que ce texte qu'il a écrit aurait le succès qu'il a connu à travers l'histoire, l'international, bien entendu. Mais en tout cas, ce texte résumait très vraisemblablement l'expérience qui avait été la sienne et en tout cas les malheurs qu'avaient dû endurer toutes celles et tous ceux qui s'étaient battus pour que la liberté qui n'existait pas encore devienne une réalité. Et Pottier l'a payé chèrement, puisque après la Commune de Paris, il a fait partie de ces exilés qui ont dû évidemment fuir la France pour éviter le châtiment suprême. Et c'est aux États-Unis que notre ami et frère Eugène Pottier a décidé de suivre sa vie. C'est là-bas qu'il a été initié et devenu franc-maçon. Donc je crois que nous devons aussi nous rappeler cela. Et c'est au soir de sa vie qu'il nous légua ce texte dont je vais laisser la brillante interprète. Hop, elle est à ma gauche. Nous entonner les très beaux couplets. Pottier est l'auteur du texte, mais il a effectivement eu la chance d'être repris par un compositeur qui a définitivement immortalisé l'international. Tu as la parole, si je puis dire. Et nous chanterons avec elle, ça va de soi. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer tant qu'il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisir ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repèrent
mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, pour nous et demain, la terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain, la terre nationale sera le genre humain. Merci pour cette magnifique interprétation qui nous rappelle que finalement l'international, c'est la République universelle à laquelle les francs-maçons travaillent sans relâche. Je vais demander à Madeleine Postal, le grand maître du droit humain, de bien vouloir m'aider pour que nous déposions cette gerbe sur la tombe d'Eugène Pottier. Et nous allons poursuivre notre cheminement. Très chères sœurs, très chers frères, chers amis, c'est un grand honneur et une grande joie pour notre respectable loge des droits de l'homme de nous retrouver si nombreux aujourd'hui devant la sépulture de notre frère Louis-Adrien Lucipia, initié en 1888 au sein de notre loge. Je tiens d'abord à te remercier, mon très cher frère Daniel, et remercier le Grand Orient de France d'avoir été sensible à mon appel il y a 2 ans. Cette sépulture se dégradait, et ce très beau buste de Lucipia réalisé par le sculpteur Jean Boucher avait disparu. Les 1er mai, après la cérémonie au mur des Fédérés, notre loge se retrouve ici, et nous étions tous très attristés. Grâce à la fondation du Grand Orient de France, nous nous recueillons aujourd'hui devant un monument modeste, mais digne et respectueux de la valeur de l'homme et du franc-maçon dont les cendres reposent ici. Né à Nantes en 1843, venu en 1865 à Paris pour y suivre des études de droit, il devient un farouche opposant au Second Empire. Journaliste, il collabore à différents journaux d'opposition. Il anime le mouvement républicain socialiste et en particulier organise une section de l'Internationale des travailleurs. Lors de la guerre de 1870-1871, Lucipia sert comme capitaine dans un bataillon auxiliaire du génie. Il participe aux émeutes parisiennes du 31 octobre 1970, manifestation de l'exaspération des Parisiens devant l'attitude du gouvernement qu'ils accusent d'organiser la défaite. Lucipia est l'un des signataires des affiches rouges du 7 janvier 1971, appel à la révolte et à la formation de la Commune de Paris. Pour échapper à un mandat d'arrêt, il se réfugie à Nantes, puis rentre à Paris le 20 mars, 2 jours après le début de la Commune, dans une ville insurgée contre l'Assemblée royaliste de Bordeaux. Partisan enthousiaste de la Commune, il se fait remarquer par ses articles publiés dans le Cri du Peuple de Jules Vallès. Outre son rôle dans la presse, Lucipia se montre très actif. Après la défaite et la répression, Lucipia sera arrêté le 21 juin 1971, jugé et condamné à mort à 28 ans, le 17 février 1972. Il attendra 3 longs mois la mort, et ce n'est que le 23 mai 1972 que sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Après le bagne de Toulon, il est déporté en Nouvelle-Calédonie, où il sera infirmier de l'hôpital et participera à la fondation de la pharmacie civile de Nouméa. L'amnistie générale du 11 juillet 1880 lui permettra de rentrer en France et de reprendre sa place dans le journalisme. Sa santé est précaire, il est pauvre, mais il s'impose par ses qualités. C'est un grand travailleur, d'un tempérament passionné, sincère, désintéressé, et ses qualités de cœur sont reconnues. Sa tendresse, son amour de la nature, son humanisme et la fidélité à l'idéal de sa jeunesse. Élu conseiller de Paris en
1890, il est président du Conseil général de la Seine en 1995, et en 1899, il devient président du Conseil municipal de Paris, un communard à la tête de la mairie de Paris. Mais sa prise de position courageuse dans l'affaire Dreyfus lui coûtera son siège en 1900. L'œuvre municipale de Lucipia est tout entière tournée vers les déshérités, obligeant le conseil municipal, par ses nombreux rapports, à s'intéresser plus activement aux malheureux. Son œuvre sociale lui vaut la sympathie et le soutien de la classe ouvrière parisienne. Il terminera son œuvre comme directeur de l'asile de Villejuif, où il se consacre avec dévouement aux malades jusqu'à sa mort en 1904. C'est dans les travaux des loges que Lucipia est venu puiser la clairvoyance, le courage d'esprit, l'amour de l'homme, dont il avait besoin dans son œuvre profane. Il a consacré à la franc-maçonnerie une part importante de ses activités. Initié le 4 juin 1888, il est vénérable de la loge en 91 et 92. En 1894, il est élu membre du Conseil de l'Ordre. Il en devient président en 95, puis à nouveau en 98 et 99, à une période de péril pour la République et la franc-maçonnerie avec l'affaire Dreyfus et les violentes attaques de la presse d'extrême droite, notamment la libre parole de Drummond. Il n'aura de cesse d'exhorter les francs-maçons à livrer ce combat. Eh bien, mes frères, défendez l'enseignement, disait-il au convent de 1990. Empêchez que l'enseignement sorte des mains des républicains. Faites au contraire qu'il y vienne encore davantage, et plus complètement. Tâchez que l'enseignement soit non seulement laïque par le nom, mais surtout qu'il soit laïque par les idées qui sont répandues. Dans son éloge funèbre, le frère Richardin, vénérable maître des droits de l'homme, lui rendait ainsi hommage. La disparition de Lucipia, c'est la disparition d'une conscience, dans ce que le mot a de plus intégralement complet et parfait. Je terminerai par cette exclamation de Lucipia, ponctuer ce discours, et que nous reprenons dans notre loge à la fin de nos tenues. Vive la République démocratique et sociale, et nous ajoutons laïque. J'ai dit. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers vénérables maîtres de la Loge des droits de l'homme, nous avions pris l'engagement il y a 2 ans, après un hommage cursif à Louis Lucipia, de nous intéresser effectivement à cette tombe qui était malheureusement en mauvais état. Le parcours n'a pas été sans embûches, mais nous y sommes arrivés. Et je crois que nous pouvons être tous effectivement à la fois émus et fiers de nous retrouver devant cette stèle qui rend hommage à ce grand maçon qu'il fut. Et au moment où nous venons, en écoutant les propos de la Grande Loge de France, de rendre hommage à Gustave Mesureur, imaginons quels pouvaient être les échanges entre ces 2 grands maîtres, Gustave Mesureur, Louis Lucipia, qui par-delà leurs appartenances personnelles, poursuivaient le même combat, partageaient les mêmes valeurs, et finalement se mobilisaient pour cette République démocratique, laïque et sociale qu'il convient encore et toujours de promouvoir et de défendre. Et méditons sans relâche l'enseignement de ces grands devanciers qui, à tout instant, doivent nous rappeler quel doit être le sens de notre devoir si d'aventure nous étions à un moment pris d'un doute, effectivement, qu'il faudrait immédiatement chasser de nos esprits. Voilà, la parole maintenant revient à la chanson. Chers frères, chères sœurs, l'hymne du Grand Orient. Francs-maçons, mes frères, rassemblons-nous sur nos chantiers, polissons la pierre angulaire, espérance des initiés. Le Grand Orient nous appelle à unir nos mains et nos cœurs. Polissons la pierre éternelle, espérance des bâtisseurs. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Nous bâtissons la République
ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Le monde qui nous environne est déchiré par les conflits, mais sur l'une et l'autre colonne, la fraternité nous unit. Les maçons sans haine et sans crainte, adeptes de l'égalité, ne connaissent pas de contraintes, ils sont fils de la liberté. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Nous bâtissons la République du monde nouveau, sous l'étoile qui nous éclaire, poursuivons l'œuvre séculaire. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Avec le compas et l'équerre, frères, poursuivons nos travaux. Polissons la pierre angulaire, nous n'avons pas droit au repos. L'étoile que chacun contemple au ciel bleu de son atelier, qui brille aujourd'hui sur le temple, brillera sur l'humanité. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Nous bâtissons la République du monde nouveau, sous l'étoile qui nous éclaire, poursuivons l'œuvre séculaire. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Prochaine. Voilà, tout le monde est. Allez. Grande loge de France, mon cher frère, viens avec nous. Elle est derrière. Voilà. Ah, sûrement. Bien. Allons-y. Allez. Lucie. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos terres? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et le tueur à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim
Ici, nous, tu le vois, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sous les pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? L'ensemble des obédiences maçonniques qui se sont rassemblées ce matin vont remettre cette gerbe sur la stèle qui se trouve derrière nous, non pas simplement pour nous rappeler dans un moment où les consciences ont tendance à de nouveau faire le lit d'un certain négationnisme, mais surtout pour que cela, plus jamais, ne puisse revenir. L'obédience, là, c'est bon. Allons-y. Voilà. Allez, on va tous. Allez-y, ma mère. Compagnie. La République. Ah, bah. Allez, regardez. Comment l'amour. Veuillons respecter une minute de silence. Et les amoureux
Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les rêves. Moi qui ne crains pas les peines réelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi les chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est dès ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Une dame fortune en m'aidant peut-être ne saurait jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au Mes frères, mes sœurs, la parole est accordée à Madame Frédérique Calandrin, maire du 20e arrondissement de Paris. Mesdames et messieurs, très chers amis, c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que j'ai déambulé avec vous parmi ce magnifique endroit qu'est le Père-Lachaise. Et comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, il est empli des symboles de la maçonnerie. Être maire du 20e arrondissement, c'est être maire d'un territoire qui a vu les combats du groupe Manoukian, les combats de la libération de Paris, les dernières barricades de la commune de Paris, n'en déplaise à mes amis du 11e arrondissement. On a toujours un petit débat historique à ce moment de la conversation. C'est un arrondissement qui était des terres, je dirais, oubliées pendant longtemps par les grands du monde, puisque c'était les terres de zone non edificandi. On nous appelait les zonards, les habitants du 20e arrondissement. Nous étions au-delà des fortifications de Philippe Auguste. Et nos habitants étaient pauvres parmi les pauvres, et c'est pour cela qu'ils ont souvent porté les grandes révoltes qui ont fondé la République. Si ma présence aujourd'hui auprès de vous devait attester d'une chose, c'est de l'importance que j'accorde à ce rassemblement, et d'une façon générale à tous les rassemblements qui rendent honneur à ceux qui ont combattu au prix de leur vie pour la liberté de conscience, pour la liberté de s'opposer, même si nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous sur ce à quoi il faut s'opposer. Je rappelle que les débats pendant la Commune ont fait rage sur ce que devait être une république sociale, ce que devait être une république juste, et ces débats ne sont toujours pas tranchés aujourd'hui. Personne n'a le droit de s'accaparer la mémoire de la Commune, parce que parmi les communards, il y a eu de nombreuses divergences sur ce que devait être une république. Mais une chose les réunissait tous, c'était la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Et je me permets aujourd'hui, parce que je suis aussi la maire d'un arrondissement qui a payé très cher au prix du sang, le droit à s'exprimer, je rappelle que la laïcité n'est pas l'addition, la coexistence des religions. La laïcité garantit bien sûr la liberté de conscience, bien sûr qu'elle garantit la liberté de croire, et je fais partie des gens qui se battront en la République jusqu'à mon dernier souffle pour que des gens puissent pratiquer leur foi et croire, mais je me battrai avec la même vigueur pour que des gens puissent ne pas croire.
Je me battrai avec la même vigueur pour que des gens puissent affirmer leur foi, mais avec une plus grande vigueur encore pour le droit au blasphème. Et je rappelle que nous avons eu... de Charlie Hebdo dans le 20e arrondissement. Ils ont subi leur premier attentat. Et il y a eu à ce moment-là des gens dans la République, et ils ont la chance de vivre dans un pays où ils peuvent dire ce genre de choses, où ils ont le droit de dire ce genre d'absurdité. Il y a eu des gens pour dire que c'était un attentat, comment dirais-je, publicitaire. Hein, que les gens de Charlie Hebdo allaient, qui était selon ces personnes, un journal en train de dépérir, allaient bien profiter de ces attentats. Vous avez vu, à l'aune de ce qui s'est passé ensuite, la portée de ces paroles. Ce que je souhaite vous dire avec force aujourd'hui, c'est que on peut reprocher beaucoup de choses à la République française, bien sûr, et je souhaiterais que mes amis élus parfois laissent un peu davantage leur métaux à la porte du temple, si j'ose dire, et fassent preuve d'un peu plus d'humilité, de modestie et de considération pour des avis autres que les leurs. Bien entendu, fort éclairés souvent, mais pas toujours. Mais pour autant, nous avons un talisman précieux, c'est notre République, le creuset commun qui nous construit et qui nous bâtit. Et cette République, elle a été bâtie par des hommes et des femmes comme vous. Et pourquoi? Pour l'élévation, l'émancipation de l'individu. Et l'élévation et l'émancipation de l'individu, c'est un combat qui doit se travailler chaque jour. Aujourd'hui, vous le savez, notre République est attaquée par des forces obscurantistes sur notre territoire, mais aussi des forces qui attaquent nos frères et sœurs en humanité dans tous les pays du monde. Ce territoire, le 20e arrondissement, a accueilli les enfants des pogroms, les enfants des guerres de religion, des réfugiés, des stigmatisés de tous les pays, des gens persécutés parce qu'ils croyaient, des gens persécutés parce qu'ils ne croyaient pas, des femmes persécutées parce qu'elles voulaient vivre librement leur vie de femme, des hommes persécutés parce qu'ils soutenaient les femmes dans ce combat. Je vous le rappelle, nous souhaitons continuer demeurer une terre d'accueil, même si c'est difficile, c'est dur d'accueillir l'autre. Mais je rappelle que la laïcité, c'est ce qui permet à la République d'être le creuset commun des libertés, de la liberté de parole et de conscience, et que jamais nous ne devons oublier de nous battre pour notre mère à tous, et je le dis avec gravité, parce que moi j'ai enterré des dizaines de gens dans ce cimetière, cette année et l'année dernière. J'ai vu pleurer des centaines de personnes, et je vous le dis, je ne laisserai pas davantage les obscurantistes prendre le pas sur la liberté, sur l'égalité et la fraternité dans notre pays. Vive la République, vive la Commune de Paris, vive la France et vive la laïcité. Merci, mes soeurs et mes frères, pour la chaleur de vos applaudissements. Nous allons donner maintenant la parole aux représentants des obédiences amies et nous commencerons par notre sœur Catherine Sarda, grand maître adjoint de la Grande Loge féminine de Mesfis Israël. Merci mon frère. Mes frères, mes sœurs, je suis quelque part heureuse de prendre la parole derrière Madame le maire du 20e, puisque j'étais moi-même habitante du 20e pendant plus de 25 ans. Voilà, chaque année, nous avons l'occasion, lors de ce rassemblement du 1er mai, de faire ensemble un voyage à travers ce lieu de mémoire et de souvenir qu'est ce cimetière du Père-Lachaise. Voyage, nous savons, nous maçons, que c'est ce par quoi nous progressons. Les étapes auxquelles nous nous arrêtons nous permettent chaque année, par un itinéraire différent, de connaître, de mieux connaître des frères et des sœurs dont le parcours de vie et les idées sont peut-être considérés comme des lumières inspirantes sur notre propre chemin. Et chaque année également, nous convergeons tous ensemble vers ce point de rassemblement
à la mémoire de ceux qui sont effectivement morts pour la liberté. Car quelle que soit notre obédience, notre rythme, notre façon personnelle de pratiquer, de vivre la maçonnerie, comme cela vient d'être dit, parce que je crois que c'est vraiment le principal esprit nous unit, liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer, et c'est ce pourquoi nous avons encore, je pense, et en ayant entendu effectivement ce qu'on a pu entendre sur les personnes, des sépultures que nous avons, auxquelles nous nous sommes arrêtés, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, j'ai dit. Nous écoutons notre frère Marcel Laurent, grand maître de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité. Que d'honneur, mes frères et mes sœurs, une nouvelle fois, depuis maintenant 15 ans, la création de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité, nous avons le plaisir d'être aux côtés du Grand Orient de France, puissance organisatrice, et quelle organisation, et également aux côtés, bien entendu, de la Fédération française du monde humain et de la Grande Loge de France et toutes les obédiences françaises qui sont rassemblées pour ce devoir de mémoire. Par-delà les opinions et les confessions de chacun, nous célébrons le sacrifice de tous ceux qui ont exprimé au péril de leur vie leur foi dans le progrès de l'humanité, et beaucoup étaient maçons. Mais nous rendons aussi hommage à toutes les victimes innocentes du totalitarisme et des tyrannies, qui ont, au cours des siècles, été cruellement broyées par la folie et l'aveuglement de quelques monstres de pouvoir. Les événements récents de France ou de Belgique nous incitent à la plus grande vigilance et une totale mobilisation en faveur de nos valeurs de liberté, de tolérance, de respect, de fraternité, de paix, d'harmonie, qui sont constamment menacées. Juste pour citer Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui en font le mal, mais par ceux qui les laissent faire. Nous allons à présent écouter notre frère Édouard Abraham, grand maître de la Grande Loge mixte de France. Mes sœurs, mes frères, chers amis, avec le temps va, tout s'en va, chantait le poète. On oublie le visage et on oublie la voix. Les voix célèbres, comme les voix anonymes des martyrs de la commune, de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants aussi, qui nous ont tant donné. La voix de Louise Michel, qui parlait de ses frères, voulait instruire les filles et empêcher le travail des enfants. Les voix de celles et ceux qui brûlèrent la guillotine devant la statue de Voltaire dans le 11e arrondissement. La mémoire n'est pas seulement une obligation intellectuelle et morale, notamment quand il s'agit de redonner le sens de l'existence humaine lorsque celui-ci a été bafoué. C'est également une forme de miroir, de victoire, sur ce miroir brisé dans lequel un pan du réel aurait disparu. Si le passé a besoin de nous pour exister, c'est surtout nous qui avons besoin de lui pour le comprendre. C'est pourquoi la mémoire est une obligation intellectuelle et morale sans laquelle les hommes et les femmes seraient condamnés à n'être qu'un fétu sur l'océan de leur propre tumulte. Cette fameuse semaine du 21 au 28 mai 1871, où s'est écoulé presque autant de sang que de pluie, ne doit pas être une rupture, mais un trait d'union reliant des idéaux communs. Dans ces caveaux qui nous entourent, il y eut des combats à l'arme blanche, et des ennemis ont roulé, sont morts dans la même fosse. Mais l'enjeu de cette journée ne réside pas dans le seul souvenir. Il consiste également à se projeter dans cette fabuleuse aventure humaine dont l'émancipation sociale et politique doit être l'horizon. Une aventure dont les enjeux et les thèmes sont d'une actualité extraordinaire. L'effervescence de la démocratie, le rôle de la presse, le contrôle des élus, l'égalité homme-femme et la laïcité. Plus symboliquement, la mémoire des fédérés nous rappelle aussi que penser, c'est dire non, comme le disait Alain. Le doute doit être cette ombre attachée à nos pensées, sans laquelle toute conscience est impossible. Et sans conscience citoyenne, tout n'est que sommeil et distraction, et la démocratie une douce chimère. Le temps des cerises
doit fleurir sans cesse. Merci. Nous écoutons notre frère Alain Syrah, grand maître de la Grande Loge Mixte universelle. Les anniversaires sont faits pour redire l'histoire, pour se souvenir de l'histoire. Et je vais beaucoup emprunter dans cette petite intervention au récit que Louise Michel a fait de la Commune. La République, proclamée le 4 septembre 1870 par la volonté du peuple de Paris, deviendra peu de temps après, pour les uns, un moyen de faire avouer au peuple la défaite en attendant de rétablir la monarchie, et pour les autres, ceux que nous honorons aujourd'hui, le moyen de reprendre la marche en avant de la société française, interrompue avec l'abandon des idéaux sociaux de la Deuxième République de 1848, idéaux de liberté, égalité, fraternité qui étaient portés par la franc-maçonnerie. Évitant la confrontation avec le peuple de Paris dont il se méfiait à juste titre, le pouvoir réfugié à Versailles voulut ôter aux Parisiens les armes, en particulier les canons dont ils disposaient, ce qui déclencha l'insurrection et, en réaction, renforça la volonté du pouvoir de briser les partisans de la Commune, dont les revendications sociales étaient insupportables aux conservateurs. Les francs-maçons voudront croire dans une première étape que la paix et la raison pouvaient l'emporter. Louise Michel le raconte, le 26 avril, ils avaient envoyé des deux Orients de Paris une délégation des vénérables et des députés des loges adhérer à la Révolution. Il avait été convenu que le 29, ils iraient en cortège sur les remparts entre le Point du Jour et Clichy, qu'ils planteraient la bannière de la paix, mais que si Versailles refusait cette paix, ils prendraient les armes à la main, partis pour la Commune. Le 29 avril au matin, donc effectivement, ils allèrent à l'hôtel de ville où Félix Pia, au nom de la Commune, prononça un discours ému et leur remit une bannière. Ce fut, raconte Louise Michel, un spectacle comme ceux des rêves que ce défilé étrange. Aujourd'hui encore, il me semble, dit-elle, en parlant, revoir cette file de fantômes allant avec une mise en scène d'un autre âge, dire des paroles de liberté et de paix qui pourtant se réaliseront dans l'avenir. L'impression était grande. Il fut beau de voir l'immense cortège marchant au bruit de la mitraille, comme en un rythme. Il y avait tant d'insignes symboliques que cela faisait rêver. Des bannières étranges passaient, la fusillade, le canon, les obus faisaient rage. Ils étaient là, 6000 maçons représentant 55 loges. Il y avait des bannières plantées de la porte Maillot à la porte Binot. À l'avancée de la porte Maillot était la bannière blanche de paix, avec ces mots écrits en lettres rouges: aimez-vous les uns les autres. Elle fut trouée de mitraille. Une dernière démarche à Versailles fut un échec, comme l'écrit Louise Michel. Versailles, avec son cœur de pierre, n'avait senti que la banque en péril. Dès lors, les francs-maçons publièrent un appel. Les francs-maçons, disait-il, sont des hommes de paix, de concorde, de fraternité, d'étude, de travail. Ils ont toujours lutté contre la tyrannie, le despotisme, l'hypocrisie, l'ignorance. Ils défendent sans cesse les faibles comblés sous le joug de ceux qui les dominent. Leurs adeptes couvrent le monde. Ce sont des philosophes qui ont pour précepte la morale, la justice, le droit. Comme l'image de Louise Michel, les francs-maçons et les compagnons sortirent les uns les autres de leur sanctuaire mystérieux, tenant de la main gauche la branche d'olivier, symbole de paix, et de la main droite le glaive de leur revendication. Attendu que les efforts des francs-maçons ont été repoussés, que leur longue patience est épuisée, tous les francs-maçons et compagnons doivent prendre l'arme vengeresse et crier, écrivent-ils, frères debout, que les traîtres et les hypocrites soient châtiés. Nous n'avons plus à prendre d'autres résolutions que celle de combattre, sauvons Paris, sauvons la France, sauvons l'humanité. Vous aurez bien mérité de la patrie universelle, vous aurez assuré le bonheur des peuples pour l'avenir. Vive la République, vive les communes de France fédérées avec celle de Paris. La commune fut vaincue lors de la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai, officiellement plus de 20 000 morts, les derniers devant ce mur des fédérés, 35 000 peut-être, si on y ajoute la répression qui a suivi, où l'on a exécuté sans aucune forme de jugement. Camille Belton évoquait le chiffre de 100 000. Aujourd'hui, ce mur est un symbole, celui de ceux qui meurent pour leurs idéaux, de ceux qui veulent que la société ait un idéal de justice sociale, de progrès, de générosité humaine, de liberté de conscience. Soyons dignes de nos frères morts pour ces idéaux et continuons leur combat.
Nous écoutons le message de notre sœur Regina Cutin, grand maîtresse adjointe de la Grande Loge féminine de France. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, mesdames, messieurs, chers amis, la commune symbolise pour nous la lutte pour la liberté, la lutte pour les libertés et les idéaux, ainsi que le courage, la détermination et l'abnégation de ces hommes et de ces femmes à sacrifier leur propre vie pour la défense de ce qu'ils croyaient juste. Et ce qu'ils croyaient juste, c'était la lutte sociale pour le progrès, l'intérêt général, la suppression des barrières de classe, la liberté, l'égalité, la fraternité. Elles ont toutes, ils ont tous œuvré dans la même direction, celle d'une utopie généreuse qu'ils ont imaginée avec la frénésie de ceux qui se savent peut-être condamnés, mais qui pour autant n'ont jamais baissé les bras. Si la commune avait vécu, elle aurait fait faire à l'histoire un bond prodigieux. Elle aurait évité bien des combats pour des causes qui aujourd'hui ne sont pas encore forcément réglées. Si la commune avait vécu, elle aurait sans aucun doute aidé les hommes et les femmes à affirmer leur égalité dans tous les domaines de la vie, qu'elle soit politique, le domaine de la vie professionnelle et dans le domaine de la vie tout court. Si la commune avait vécu, nous aurions réussi le pari de l'émancipation et du respect de la dignité humaine, celui de l'ambition que nous avons de disposer de nos consciences comme nous pouvons disposer de nos corps dans le vivant comme dans l'approche de la mort. Si la commune avait vécu, nous aurions réussi à bâtir la République laïque, égalitaire et sociale à laquelle nous continuons de rêver. Dans cette construction audacieuse et terriblement moderne, hommes et femmes ont travaillé ensemble, ont lutté ensemble, ils sont morts ensemble, ils ont été déportés ensemble, bannis ensemble, dans la même répression haineuse qui n'a distingué ni l'âge, ni le sexe, soulignant ainsi la forme la plus barbare de l'égalité. Nous sommes une grande loge féminine, et nous savons ce que nous devons à nos ancêtres communards. Nous savons les défis qu'elles ont relevés, même si nous ne sommes pas encore sûrs d'avoir bâti de façon définitive le statut dont elles rêvaient pour nous. Aucun droit n'est jamais acquis, et nous, femmes et francs-maçonnes, nous sommes bien placés pour le savoir, et encore mieux placés pour ne pas l'oublier. Cet après-midi, nous rendrons hommage à Louise Michel, cette sœur du droit humain qui a beaucoup donné et beaucoup perdu dans ce mouvement de rébellion et cette époque d'insurrection. Elle repose au cimetière de Levallois, assez proche de la tombe du compagnon qu'elle s'était choisie dans la vie, comme elle s'était choisie dans les luttes. Nous allons tous les ans fleurir sa tombe, réciter des poèmes. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nous sommes heureuses de constater que cet hommage devient au fil des ans un hommage mixte qui rassemble les femmes et les hommes qui ont décidé de faire vivre le grand idéal de la commune. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Nous écoutons notre frère Gérard Lioret, grand secrétaire de la Grande Loge de France. Mesdames, Messieurs, mes frères, mes sœurs, dignitaires des obédiences amies, qui nous voilà arrivés au terme de ce parcours, devant ce mur qui a vu des hommes pourtant élus au suffrage universel tuer d'autres hommes alors qu'ils ne rêvaient que d'un monde meilleur, un monde plus juste, plus fraternel et plus libre. Depuis 2 siècles, des générations successives ont sacralisé et ritualisé ce lieu qui reste le souvenir silencieux des martyrs de la commune. La commune, c'est à la fois un monde de symboles et de rêves, mais comme le rappelait Jaurès, la commune, c'est aussi un passé qui ne se copie pas. L'esprit de révolution est toujours celui d'une époque. Ce lieu sacré
a été, malgré son statut de nécropole, un terrain de tension, y compris, et c'est le plus incompréhensible, entre les frères et camarades de lutte. Camarades devenus ennemis, drapeau tricolore contre drapeau rouge contre drapeau noir. Demain, quelles couleurs seront les drapeaux? Aujourd'hui, souvenons-nous ensemble de ces terribles affrontements. Méditons les leçons de ces vaines querelles pour prévenir les nuages toujours plus menaçants qui s'amoncellent sur nos vies. Entre une mondialisation triomphante, ouverte, qui cède à tous nos désirs, et un obscurantisme voilé, dans une maison enfermée, dans une maison sans fenêtre, une scission profonde s'est installée dans l'âme de la société, de notre société, comme dans celle des hommes. Cette scission, il faut la refermer sans haine. Rendons les oppositions fécondes d'un avenir radieux afin de préserver nos libertés fondamentales. Mourir pour des idées, bien sûr, mais aussi et surtout vivre pour les défendre, ces idées éclairées par la lumière que nous portons dans nos cœurs. La liberté de vote, le suffrage universel ne garantit plus une république respectueuse des valeurs qui nous sont chères. Il faut élever notre pensée au-dessus des métaux politiques et sociaux. Et c'est bien le sens de notre spiritualité. Une spiritualité libératrice qui n'impose pas de dogme et porte à réfléchir pour trouver sa propre vérité dans le vacarme médiatique des opinions. Ce pèlerinage laïque au mur des fédérés que nous venons de faire, qui se veut dépourvu de tout signe confessionnel, prouve que la franc-maçonnerie a besoin du sacré et de rituels pour porter notre idéal dans le vaste domaine de la pensée et de l'action. Notre initiation nous démontre toujours et encore que l'homme est perfectible, qu'il peut s'éduquer, s'élever, s'émanciper, se transformer, et que toutes ces trajectoires individuelles, assemblées et apaisées, permettront certainement un monde plus juste et plus solidaire, et une humanité meilleure, et je rajouterai, et plus solidaire, j'ai dit. Nous donnons maintenant la parole à notre sœur Madeleine Postal, grand maître de la Fédération française du droit humain. Mes frères, mes sœurs, chers amis, des maçons d'aujourd'hui, bien plantés dans leur siècle, des maçons dont la méthode de travail symbolique leur permet sûrement mieux que quiconque d'appréhender les réalités du monde, sont là, rassemblés en ce lieu emblématique, devant ce mur où se sont battus et sont morts des hommes qui croyaient en leur avenir et en l'avenir. La commune, des milliers de morts, de déportés, les fosses communes, de nombreux lieux d'exécution. Le terme de l'insurrection ouvrière parisienne sera la semaine sanglante, 30 000 et 50 000 fusillés. Et cet épilogue tragique, le dimanche 28 mai 1871, dans les allées du Père-Lachaise, avec au moins 500 fusillés. Et en fin d'après-midi, les derniers combattants de la commune, exécutés sans autre forme de procès par les Versaillais, ici, au mur des fédérés. Nous rendons à ces victimes d'une répression sans pitié, à ces chantres martyrisés, l'hommage dont ils ont été privés en leur temps, parce que la mémoire de la commune résonne toujours en nous. L'hommage à ces fusillés de 1871 a donné, durant de nombreuses années, lieu à des oppositions, à des heurts entre factions opposées. Mais que représente aujourd'hui ce mur? Mur du souvenir, apaisé, où de nombreux militants trouvent le lieu d'un hommage à leurs camarades de lutte, miroir d'une revendication militante contre la persistance des injustices sociales, l'exclusion et la paupérisation, mur du courage, de l'engagement, de la conviction, de la résistance, pèlerinage inattendu, pèlerinage laïque, pour nous francs-maçons, dans l'occasion d'exprimer encore et toujours nos idéaux humanistes que pouvait aussi incarner l'expérience émancipatrice et progressiste
de la commune, expérience qui garde vivant et actuel ses enseignements. Nous n'en sommes pas les héritiers, certes, et il y a eu des approbations et diverses interprétations des instances maçonniques de l'époque. Mais pourquoi sommes-nous là? Parce que ce mur symbolise la lutte pour la liberté, pour les idéaux, la dignité humaine, la lutte contre les injustices, les difficultés de vivre au quotidien. Parce que notre présence dans ce lieu de mémoire veut témoigner de notre attachement à la concorde, à la paix, au progrès social, qui nous conduit à dénoncer et à combattre toute forme de discrimination, d'exclusion, de stigmatisation, d'anathème, de discours de haine ou d'inégalité, notamment entre hommes et femmes. Les francs-maçons d'aujourd'hui et en ce lieu, et il ne peut être question entre nous de chapelle, ne peuvent nier la révolte active et les transgressions qui ont fondé la franc-maçonnerie. Ils peuvent donc se reconnaître dans ces communards, parce qu'ils sont comme eux des indignés et souvent des insurgés, comme l'avait exprimé le titre de Jules Vallès. La franc-maçonnerie se retrouve, et le droit humain y prend sa part, dans les idéaux humanistes et sociaux qui ont guidé les réformes de la commune, et qu'ils poursuivent et reprennent par une pratique quotidienne de la raison critique. Les temps vont devenir difficiles, nous le savons. Il va nous falloir force et clarté dans nos convictions. Notre idéal de liberté, d'égalité, de fraternité va devoir être plus que des lettres gravées au fronton des édifices et le chant de nos batteries. Il va falloir ni pactiser, ni se compromettre. Mur du souvenir, mur du courage, miroir, pèlerinage, j'ai oublié mur de l'exemple. Cet exemple nous impose la vigilance. Il est urgent de défendre la République au risque de voir se refermer la parenthèse des Lumières. Il est urgent de défendre la laïcité, droit élevé, principe essentiel, circulation sanguine de la République, matrice de la démocratie. Aucune prise de conscience n'est en route. Croyez-moi, tout reste à faire. Mais mon dernier regard sur le mur sera celui de l'espérance. Espérance en l'avenir, espérance en une société plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, ce mur a des oreilles et nous avons des cœurs conscients. Restons-lui fidèles. Nous écoutons Daniel Keller, notre frère Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France et président du Conseil de l'Ordre. Madame la maire, dignitaires des obédiences amies, mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers amis, car parmi nous, peut-être, y a-t-il aussi des profanes qui sont les bienvenus. Nous nous retrouvons toujours plus nombreux chaque année. Évidemment, c'est une vraie émotion que de voir ici de nombreux visages qui nous sont connus et familiers et qui prouvent l'attachement des francs-maçons à ce rassemblement qui fête dignement son 20e anniversaire. Nous avons au cours de cette matinée rendu des hommages que nous rendons chaque année à toutes les figures qui nous ont précédés et grâce auxquelles nous pouvons aujourd'hui œuvrer à la franc-maçonnerie à laquelle nous croyons. Mais ne nous leurrons pas, mes très chères sœurs, mes très chers frères. L'international dont Potier dessinait l'utopie n'existe toujours pas. Le temps des cerises que Clément appelait de ses voeux n'existe toujours pas. Et la République universelle à laquelle nous travaillons depuis maintenant presque 3 siècles ne cesse de reculer et de s'éloigner jour après jour. À un moment où une certaine élue de la République a pu, haut et fort, dans l'indifférence générale, dire que les valeurs de la République la saoulaient, je le dis, mes sœurs et mes frères, il y a des ivresses dangereuses et nauséabondes. Ce n'est pas une ivresse, effectivement, à laquelle je souhaite m'adonner. Mais prenons garde au dégrisement, car nous ne pourrons pas dire, ce jour-là, que nous ne savions pas.
Au moment où une certaine élue de la République peut expliquer que la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont qu'un détail de l'histoire politique française, je dis, mes très chères sœurs, mes très chers frères, soyons plus vigilants que jamais, parce que une bête immonde est en train de prendre à nouveau forme dans notre pays. Dans quelques années, il sera peut-être trop tard. Et cette bête immonde, nous devons la combattre avec la plus grande fermeté et la plus grande résolution. Ce fut toujours le sens du combat des francs-maçons, c'est le combat d'aujourd'hui et de demain. Dans le même temps, nous voyons que certains idéologues obscurantistes instrumentalisent des religions pour crier haut et fort que les laïcs sont des mécréants qui doivent être décapités. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, prenons garde, là encore, des menaces qui s'amoncellent et par rapport auxquelles nous ne pourrons pas, effectivement, dire que nous ne savons pas. L'heure est sombre, malgré le beau soleil printanier qui nous rassemble aujourd'hui en ce 1er mai. L'heure est sombre et nous devons, en francs-maçons que nous sommes, dans la droite ligne de tous ceux qui se sont sacrifiés pour les idéaux de la République, nous devons aujourd'hui être les artisans d'une insurrection des consciences. Cette insurrection des consciences est indispensable pour redonner effectivement à la République et aux valeurs auxquelles nous croyons l'énergie, la volonté, la détermination que trop d'entre nous, effectivement, ont tendance à les confisquer. Ce combat, nous devons le faire effectivement à un moment où la laïcité ne bénéficie pas de l'engagement politique qu'elle devrait avoir. On ne peut que dénoncer l'immobilisme politique aujourd'hui dont la laïcité est victime. Et Madame la maire, si je partage vos appréhensions, je ne peux que regretter aujourd'hui le fait que la laïcité soit la grande victime d'une sorte de tétanie qui s'est emparée de nos gouvernants et finalement empêche à celle-ci d'être le véritable rempart dont nous avons besoin pour reconstruire la République. Oui, sans la laïcité, la République mourra. La laïcité n'est pas dirigée contre les religions, mais j'aurais envie de dire, s'agissant des religions dans l'espace civique, cela suffit. La République ne s'est pas construite sur un œcuménisme interconfessionnel. Au contraire, elle a montré la capacité pour chaque citoyen, quelles que soient ses origines religieuses, culturelles, sociales, ethniques, elle a montré la capacité pour chaque citoyen de se hausser au-delà de ses assignations pour former le véritable serment du jeu de paume qui est celui qui a toujours animé l'esprit de la République. Et bien entendu, c'est à cela que la laïcité doit nous inviter, parce qu'elle est faite pour rappeler les règles. Sans règles, il n'y a pas de République. Il n'y a pas de vivre ensemble qui n'est pas la juxtaposition d'individus ou de communautés qui s'ignorent. Il n'y a pas de société. Les règles ne sont pas le monopole des partis extrémistes. La République s'incarne dans ces règles. Et nous devons nous faire effectivement, nous francs-maçons, les avocats de cette culture, parce que nous avons toujours su conjuguer les libertés et les devoirs. Et sans devoir, les libertés ne sont que des revendications. Voilà ce que nous devons avoir présent en tête dans le moment où aujourd'hui nous sommes rassemblés. Parce que, comme cela a été dit, l'heure est grave et tous les maçons, quelles que soient leurs obédiences, doivent être unis dans ce combat commun, dans cet impératif qui nous est aujourd'hui fixé, si nous ne voulons pas effectivement préparer des temps sombres qui viendront inexorablement nous engloutir. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce que je voulais dire très simplement, mais avec résolution. Parce que nous sommes dans les mois qui viennent devant des échéances que nous ne pourrons pas négliger. Mais au-delà de ces échéances, c'est bien entendu l'avenir de notre société qui se joue. Avant que nous n'entonnions la Marseillaise, je voudrais remercier fraternellement et chaleureusement Lucie Fabry, notre cantatrice d'un jour, qui a évidemment
nous a enchantés à travers les magnifiques interprétations qu'elle nous a délivrées. Et nous allons nous associer à elle pour en dire des choses. Oui. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, mugis et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens. C'est faire des longtemps préparés, c'est faire des longtemps préparés. Français pour nous, ah quel outrage, c'est quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes citoyens, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quoi ces cohortes étrangères que la loi dans nos foyers? Quoi ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fils guerriers? Terrasserait nos fils guerriers. Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient. De villes despotes deviendraient les maîtres des destinées. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix, vont enfin recevoir leur prix. Tous tes soldats pour vous combattre, s'ils tombent nos jeunes héros, la France en produit de nouveau contre vous, tout prêt à se battre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ces guerriers magnanimes, portez pour tenir vos coups, épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous, à regret s'armant contre nous. Mais ces despotes sanguinaires, mais ces complices de bouliers, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons.
de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15 ans impurs, à bras de nos sillons. Amour sacré De la patrie, conduit soutien nos rapprocheurs. Liberté, liberté chérie, combat avec des défenseurs, combat avec des défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15 ans impurs, à bras de nos sillons. Marchons, 15 ans impurs, à bras de nos sillons. Ils sont deux frères. Alors, les